Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, a inauguré ce matin le centre de radiothérapie du CHU de Cocody, le premier du genre dans notre pays. Ce centre va permettre d'améliorer le traitement et les conditions de prise en charge sanitaire des malades de cancer. Les populations de l'Agnébitiassa sont sorties nombreuses hier dimanche pour rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara à Gboville, une reconnaissance pour les nombreux chantiers de développement ouverts dans leur circonscription administrative. La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Des milliers de délégués du parti ANC au pouvoir en Afrique du Sud ont voté pour se choisir un nouveau chef. Dans la nuit de dimanche à ce lundi, les dépouillements sont en cours. Les résultats sont donc attendus. Voilà, commençons par cette information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a inauguré ce matin le centre de radiothérapie du CHU de Cocody, le premier du genre dans notre pays. Et ce centre va permettre d'améliorer le traitement et les conditions de prise en charge sanitaire des malades de tout type de cancer. Il a été réalisé à hauteur de 13,6 milliards de francs CFA par l'État de Côte d'Ivoire en 21 mois sur 24 mois prévus initialement. Nous écoutons à ce propos le président de la République, Alassane Ouattara. Chers frères et sœurs, je suis très heureux de me retrouver avec vous ce matin pour procéder à l'inauguration du centre d'oncolo-médical et de radiothérapie, le premier du genre en Côte d'Ivoire. Oui, ce moment est historique car il marque une avancée importante dans le secteur de la santé dans notre pays. Cette cérémonie qui intervient seulement 3 jours après l'inauguration du nouveau CHU d'Angré traduit tout notre engagement à œuvrer pour le développement du secteur de la santé. Je me félicite de la collaboration fructueuse Sud-Sud, développé avec le Royaume du Maroc, qui nous apporte son expertise dans la mise en œuvre du projet que nous inaugurons ce matin. Honorables invités, mesdames et messieurs, nous connaissons tous malheureusement la gravité du cancer et toute la charge émotionnelle qu'il induit pour la personne malade, les familles et les populations. Oui, le coût du traitement du cancer est onéreux et la prise en charge difficile. L'absence d'une structure locale de prise en charge de cette maladie accentuait la peine des patients qui étaient obligés de supporter en plus de ce coût des frais de déplacement élevés pour des soins à l'extérieur du pays, pour ceux qui en avaient les moyens. Il était donc de notre devoir de mettre tout en œuvre pour permettre à nos populations d'y avoir accès, quel que soit leur niveau social. La construction de ce bel ouvrage, d'un coût de 13,6 milliards de francs CFA en moins de 2 ans, est une fierté pour la Côte d'Ivoire et pour tous les Ivoiriens. Ce centre permettra aux populations vivant dans notre pays et à celles de la sous-région l'accès aux thérapies de haut niveau et aux technologies développées pour le traitement et la prise en charge des patients atteints de cancer. Voilà, la Côte d'Ivoire se dote donc d'un centre national de radiothérapie. La particularité d'un tel centre consiste à utiliser des rayonnements ou des radiations pour détruire les cellules cancéreuses en bloquant leur capacité de se multiplier. Où se situe le centre? Quels sont les avantages qu'offre cet établissement? Réponse Davis Oyo, Christelle Abédan. 12 à 15 000 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués chaque année en Côte d'Ivoire. Qu'il soit cérébral, de la prostate ou du sang, le cancer n'épargne personne, hommes, femmes, enfants. Mais c'est chez les femmes qu'il est le plus meurtrier. Près de 1200 femmes meurent chaque année du cancer du sein dans le pays.
Depuis 2015, des mesures sont prises et des infrastructures construites pour réduire les méfaits du cancer sur la population ivoirienne. Septembre 2015, création d'un centre de scénologie pour la prise en charge du cancer du sein au CHU de Treichville. Octobre 2017, gratuité de la prise en charge médicamenteuse du cancer du sein chez les femmes exprimant le gène HER2 positif. Dernière en date, un centre national de radiothérapie dans l'enceinte du CHU de Cocody. La radiothérapie utilise les radiations pour détruire les cellules cancéreuses sur une surface plus ou moins localisée. C'est le premier centre de radiothérapie en Côte d'Ivoire. 4 bâtiments construits sur une superficie totale de 11 600 m². On y fera de la prévention, du dépistage, du diagnostic, des soins et de l'accompagnement pour les patients et leurs proches. Sur place, les malades du cancer pourront être traités avec des équipements jusque-là accessibles seulement à l'étranger. La construction de ce centre national de radiothérapie et son équipement s'élève à près de 14 milliards de francs CFA. Toujours en santé, le programme national de lutte contre le paludisme a instauré un cadre de collaboration avec les cliniques privées chez les entreprises. Un partenariat qui a permis la réduction du taux de paludisme et que le programme veut consolider. Delphine Blas. Depuis 2015, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers le PNLP, le Programme national de lutte contre le paludisme, a impliqué le secteur privé dans la lutte contre la maladie. 2 ans plus tard, le PNLP visite ses partenaires. Objectif, constater les résultats du partenariat. Nous avons impliqué 60 cliniques dans le programme. 60 cliniques, ce qui est déjà important. Ensuite, nous avons sensibilisé tous les directeurs de ces cliniques pour qu'en leur sein, ils identifient un point focal. Ce point focal qui va mener la réflexion pour nous. Nous avons eu une réduction importante des cas cliniques de paludisme. Nous sommes passés, comme je l'ai dit tantôt, de 14 000 cas cliniques à 7 000 cas cliniques de paludisme diagnostiqués en moins de 2 ans. Au niveau des arrêts, au niveau des cas d'absentéisme, l'absentéisme a également baissé de moitié. Dans les cliniques privées de Côte d'Ivoire, tout comme dans les centres de santé des entreprises, la lutte contre le paludisme s'est intensifiée. Une forte implication aux retombées positives. La plupart de nos agents ont beaucoup de repos maladie parce qu'ils sont tous touchés par le paludisme. Il y a certains par le passé qui faisaient 6 jours de repos maladie. Aujourd'hui, avec les médicaments que nous avons reçus, nous avons ramené à 3 jours. Donc il y a des molécules en 3 jours qui permettent de régler et l'agent devient automatiquement opérationnel et revient à l'entreprise. Aujourd'hui, les résultats de la collaboration entre le ministère de la Santé et les secteurs privés lucratifs et non lucratifs sont rendus publics. L'occasion pour le Programme national de lutte contre le paludisme de réitérer à ses partenaires toute l'importance qu'il accorde à cette collaboration. Nous allons encore aller plus loin encore dans la contribution. On va travailler encore avec les entreprises encore les 3 prochaines années. C'est-à-dire on travaille avec la CCI, on travaille avec la CPCI. Mais nous voulons passer de 60 cliniques à 150 cliniques. Rappelons que malgré les avancées, le paludisme demeure la première cause d'absentéisme dans les écoles et dans les entreprises. D'où l'importance du partenariat public-privé qui pourrait être l'une des clés de l'éradication de cette maladie. Allez, autre sujet dans cette édition, le nouveau président de la commission de la CEDEAO est le ministre ivoirien de l'Industrie, Jean-Claude Brou. C'est l'une des décisions de la 52e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui s'est tenue samedi à Abuja, la capitale du Nigeria. Nous vous proposons le portrait du ministre Jean-Claude Brou et c'est avec Adama Kodé. La Côte d'Ivoire, plus que jamais présente dans les organisations régionales de développement. 2 dates à retenir à cet effet. 17 février 2012, le président Alassane Ouattara est élu président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. 16 décembre 2017, le ministre Jean-Claude Brou est désigné nouveau président de la commission de la CEDEAO. Le milieu financier, économique et bancaire, c'est son ADN professionnel. Tenez, après une maîtrise en sciences économiques à l'université d'Abidjan, il s'envole pour Cincinnati aux États-Unis où il décroche son PhD en économie en 1982. C'est le début d'une carrière à l'international. Il intègre alors le Fonds monétaire international, FMI, en tant qu'économiste principal d'abord
et devient ensuite le représentant résident de l'institution de Bretton Woods au Sénégal. Nous sommes entre 1982 et 1991. Justement, en 1991, Jean-Claude Brou rentre au pays. Il est nommé conseiller économique du Premier ministre d'alors, Alassane Ouattara, et préside en même temps la Commission nationale de privatisation jusqu'en 1999. En 2003, commence sa carrière de banquier. Jean-Claude Brou est directeur des études à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, avant le poste de directeur du département des études économiques, puis celui de conseiller spécial du gouverneur. Il est contrôleur général et membre du gouvernement de la Banque centrale, chargé de la supervision des risques et de l'audit. En 2010, retour dans les institutions de Bretton Woods. Cette fois, à la Banque mondiale, où il est nommé représentant résident au Tchad jusqu'en octobre 2012, lorsqu'il est appelé au pays pour occuper le fauteuil de ministre de l'Industrie et des Mines. Le nouveau président de la commission de la CEDEAO est marié et père de 2 enfants. Il s'exprime couramment en anglais, en espagnol et en portugais. Jean-Claude Brou, c'est tout un parcours professionnel que la Côte d'Ivoire met à la disposition de la CEDEAO. Et allons tout de suite au deuxième grand titre de cette édition. Les populations de Lagnébi-Tiassa sont sorties nombreuses hier dimanche pour rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara, à Gboville. Une reconnaissance pour les nombreux chantiers de développement ouverts dans leur circonscription administrative. La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Un reportage, Kwasi Mamadou. Ils sont venus de toutes les contrées de la région de Lagnébi-Tiassa pour prendre d'assaut la place de la paix d'Agboville. Les filles et les fils des départements de Sikensi, de Tiassalé, de Tabo et d'Agboville, dans toutes leurs composantes politiques, religieuses, ethniques et sociales, ont décidé de traduire en actes le retour de l'union et de la cohésion qui règne désormais dans cette région. Une situation rendue possible grâce au climat de paix et surtout les actions de développement dont bénéficient toutes les collectivités de Lagnébi-Tiassa. Ces populations mobilisées disent merci au président de la République, Alassane Ouattara, qui a favorisé toutes ces actions. La préfecture de région, en joyau architectural, a été construite. Le bitumage de la voie Séchi à Gboville, Séchi à Nomaba est en cours de réalisation. Un fonds de 15 milliards de francs CFA a été mis en place pour régler définitivement l'épineux problème d'eau potable auxquels sont confrontées les populations de Lagnébi-Tiassa. Le nouveau lycée d'Agboville verra le jour très bientôt. Cette journée de reconnaissance et d'hommage au président de la République, Alassane Ouattara, est également l'occasion pour les différents intervenants, dont le député d'Agboville, Adama Bictogo, de rappeler les actions de développement au profit des populations de la région de Lagnébi-Tiassa. C'est pour cela que Lagnébi, par sa mobilisation de ce jour, par son organisation, par sa grande cohésion, par son engagement, a donc voulu montrer aujourd'hui qu'au-delà de l'hommage, nous-mêmes, le président Alassane Ouattara nous a redonné notre fierté, celle qu'Houphouët-Boigny nous avait déjà donnée. Au nom des 4 promus, le ministre Maurice Kwaku Badama a traduit leur gratitude et a promis s'investir dans la construction de la Côte d'Ivoire nouvelle. Nous joignons nos prières à celles de nos guides religieux afin que le président Alassane Ouattara puisse conduire la Côte d'Ivoire sur les sommets les plus élevés du bonheur, de la paix au bénéfice de tous les Ivoiriens et de tous ceux qui vivent sur la terre ivoirienne. Le parrain de cette journée d'hommage et de soutien au président de la République, Alassane Ouattara, Jano Aoussou Kouadio, accompagné d'une délégation de 100 chefs du Grand Centre, a appelé les populations à la préservation de la cohésion sociale et du climat de paix. Comment ne pas, depuis Agboville, terre de liberté, terre de brassage culturel, rendre hommage à cet ardent défenseur des droits et des libertés citoyennes? Pourquoi ne pas soutenir celui qui, juste après la crise post-électorale, a donné toute sa chance au dialogue politique pour amener la paix et la concorde à nous les Ivoiriens? Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a félicité les populations des 4 départements de la région de Lagnébi-Tiassa pour leur mobilisation. Il promet la poursuite des projets de développement au profit de toutes les couches sociales avant d'adresser un message aux jeunes de Côte d'Ivoire. Oui, avec Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire est dans de bonnes mains et sur la bonne voie, celle de son émergence.
Nos progrès économiques sont salués unanimement dans le monde et la poursuite de cette politique économique et sociale permettra de relever, et je vous le dis, tous les défis auxquels notre pays est confronté et prioritairement celui de l'emploi des jeunes. C'est pour cela que, jeunes de Côte d'Ivoire, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Le président est déterminé à créer toutes les conditions qui permettront votre épanouissement chez vous, ici, en Côte d'Ivoire. L'action économique et sociale qui est menée, les politiques économiques qui sont menées, n'ont qu'un seul objectif, au bout, créer les emplois qui sont nécessaires pour vous donner des revenus en vous permettant de vivre correctement dans votre pays. Cette dynamique étant lancée, vous devez rester définitivement aligné derrière cette dynamique de progrès qui est lancée en Côte d'Ivoire. Vous ne devez pas avoir de comportement, qu'il soit étudiant, élève ou jeune en quête d'emploi, qui soit de nature à compromettre donc cette dynamique. Parce que cette dynamique, elle est faite pour vous. Elle n'est pas faite pour quelqu'un d'autre. Le Premier ministre s'est également adressé aux chefs traditionnels garants de la cohésion sociale. Chers chefs traditionnels, c'est vers vous que je voudrais à présent me tourner. Votre responsabilité est grande. Vous incarnez la sagesse et la raison. Jouez pleinement votre rôle de régulateur social. Et c'est la Djemitiassa qui aura gagné. C'est toute la Côte d'Ivoire qui se portera bien. J'invite donc à nouveau les cadres et les populations de cette belle région à soutenir leurs chefs et à poursuivre les efforts pour consolider la paix dans la Djemitiassa et partant en Côte d'Ivoire. Cette journée d'hommage et de soutien au président de la République, Alassane Ouattara, organisée à Agboville, est la toute dernière de ces journées qui se tiennent dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire au titre de cette année 2017, a annoncé le Premier ministre Amadou Coulibaly. Voilà, nous vous proposons maintenant quelques réactions de participants à cette cérémonie d'hommage au président de la République, Alassane Ouattara, à Agboville. Lorsque votre voisin vous donne une gorgée d'eau, la première des choses, c'est de lui dire merci. À plus forte raison lorsqu'il s'agit du premier Ivoirien, le président de la République, qui vous porte un regard bienveillant. La première des choses, c'est de lui dire merci. En lui disant merci, de lui rappeler que le chemin est encore long à parcourir, mais déjà nous reconnaissons ce qui vient d'être fait. Comme mon père me disait, dans la vie, il faut être reconnaissant. Il faut dire merci à ton bienfaiteur. Depuis l'arrivée d'Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire, la région de la Niébi a pris un envol dans le développement. Et tous les fils ici réunis sont fiers pour lui rendre un hommage mérité. Parce qu'effectivement, le développement est là. Hier, le colon nous a traités d'indigènes. On roulait comme des indigènes. Aujourd'hui, le président est venu nous a mis en institution. On ne peut que lui dire merci et faire en sorte de mériter cette confiance. Nous devons faire en sorte que le président ne soit pas déçu de nous. Et ça, c'est une parole de chef. Toutes les régions ont adhéré à la politique du président de la République. Et au fur et à mesure que les jours passent, toutes les régions s'efforcent d'être les meilleures. La preuve en est que vous voyez cette mobilisation au niveau de la Niébi, à l'instar de toutes les régions où cela s'est passé, il y a eu beaucoup de mobilisation pour dire qu'on adhère au projet du président de la République. Cette mobilisation représente une certitude pour moi, c'est que mes parents de la Niébi-Tiassa ont tourné dos à la division et qu'ils sont tous en harmonie avec le chef de l'État. Il a construit des routes, des châteaux, des écoles, des infrastructures et il a rendu les Ivoiriens heureux. Donc nous sommes en phase avec le président. Voilà, des présidents des chambres consulaires issus de 27 pays d'Afrique et d'Europe, membres de la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones, se sont retrouvés ici à Abidjan pour réfléchir sur des mécanismes innovants pouvant favoriser le développement du secteur privé africain. Francis Boifo pour en parler. La classe moyenne. Certains la définissent en tenant compte des catégories socio-professionnelles, quand d'autres se basent sur les écarts de revenus, principalement sur le niveau de vie. Partant, la classe moyenne se situe au-dessus des classes pauvres ou classes ouvrières et en dessous
des classes aisées. Le cas de la Côte d'Ivoire, après une étude menée par l'Agence française de développement AFD, avec pour échantillon les ménages. Pour des ménages qui sont en moyenne entre 3 et 4 personnes, donc c'est des ménages assez restreints aussi, de taille assez restreinte, sur des niveaux de revenus qui vont de un peu moins de 100 000 francs CFA à 500 000 francs CFA par mois sur l'ensemble du ménage. Des résultats qui aideront à l'élaboration de politiques de développement. Faire des plaidoyers auprès des pouvoirs publics, mettre en œuvre des politiques et des actions pour le développement de l'entrepreneuriat et qui pourraient avoir une incidence dans l'augmentation et dans l'élargissement de la classe moyenne. La classe moyenne rassemble un ensemble de populations hétérogènes. Elle constitue le moteur de croissance dans un pays. Puisqu'elle va augmenter la demande intérieure du pays et donc augmenter le PIB. En même temps, elle crée une demande supplémentaire de consommation et des biens de services qui est assez différente de celle qui peut être générée soit par les classes très riches, soit par les classes très pauvres. Donc ça contribue à la diversification de l'économie. Le concept de classe moyenne en Afrique fait toujours débat entre chercheurs, experts, structures de développement, cabinets de recherche et institutions. La Banque africaine de développement BAD considère que lorsqu'un Africain a plus de 1 000 francs CFA par jour pour vivre, il n'est plus pauvre et donc appartient à la classe moyenne. Selon le cabinet Deloitte, 60% des Africains considérés comme appartenant à la classe moyenne vivraient avec 1 105 à 2 275 francs CFA par jour. Dans la sous-préfecture de Guibéroua et d'Ignago, il y a un phénomène qui prend de l'ampleur. Les jeunes dans plusieurs villages de ces localités situées dans la région du Gao veulent partir en Europe, malgré les risques et dangers connus. Pour obtenir de l'argent pour leur voyage, ils vendent les terres de leurs parents. Eugène Atoubé, regardez. À une vingtaine de kilomètres de Dignago, dans la région de Gagnoa, un gros village, comme il y en a beaucoup dans la région du Gao. Officiellement, on le désigne du nom de Begrewa. Mais ceux qui vivent dans la région et qui connaissent bien l'histoire de ce village l'appellent les Graillots. Aujourd'hui, réalisme oblige, les populations ne sont plus dans les querelles de noms. Les Graillots ou Begrewa, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Une chose frappe d'emblée, la bonne fréquence des allées et venues des véhicules de transport, malgré une route à la pratique difficile. Une des fausses notes pour cette localité de près de 10 000 âmes où la terre est généreuse. Une terre happée depuis des décennies par les allogènes et les allochtones, principaux acteurs participants à l'économie de la région du Gao, de par leur présence dans les immenses champs de cacao, de café et de véa. Begrewa heureux au plan agricole, mais bien malheureux au plan développement et progrès. Première victime de tous ces manques dont Begrewa continue de souffrir, les jeunes. Ils sont nombreux dans le village. À la question de savoir ce qu'ils font de leur journée, ils laissent entendre à l'envie, par scrupule de conscience, qu'ils sont planteurs. Mais que plantent-ils? Quelle est la superficie des terres qu'ils cultivent? Sur ces questions, aucune réponse claire. Mais ceux de ces jeunes venus de la ville avec leurs camarades qu'ils ont trouvés sur place s'accordent sur la nécessité d'une organisation des jeunesses de Begrewa et ils veulent, par ce moyen, sortir de la pauvreté, être ainsi les acteurs de leur propre réalisation. On veut s'organiser pour que tout le monde s'intéresse à la culture du riz. Donc on veut s'intéresser maintenant au bas-fond. C'est pourquoi on interdit nos frères, nous-mêmes, de ne pas vendre le bas-fond. On doit s'attendre, se mettre ensemble. Et cet espace de bas-fond est étendu. Mais si on arrivait à l'exploiter, soit on trouve des personnes ou bien des bailleurs de fonds pour nous aider à exploiter ces bas-fonds, faire du riz irrigué, ça pourrait vraiment nous aider. Parce que le riz, on peut en vendre, mais on pourra aussi en manger. L'idée d'organisation des jeunesses de Begrewa n'est pas nouvelle, mais sa mise sur pied est contrariée par des freins et obstacles. Le principal reste la division en interne sur la question des terres. C'est que dans cette localité, comme dans tous les autres villages du canton Godibo, dans la sous-préfecture de Dignago, la tendance est à la vente des terres. Il y a ceux qui en sont les défenseurs, motivés par un départ outre-Atlantique via les pays du Maghreb. Et face à eux, les quelques rares qui ont une haute idée de ce que représente le patrimoine foncier légué par leurs parents.
Cette situation a fini par briser l'harmonie dans le village, sous le regard impuissant des cadres et autorités coutumières de Gbegrewa. C'est l'argent. Il dit, bon, si tu me donnes au moins 1 hectare, 2 hectares, je te donne au moins 100 000 francs. Bon, avec ces 100 000 francs, il est motivé. Et le lendemain, on le voit dans le bas-fond, c'est nos frères qui sont en train de travailler. Tu lui demandes, non, j'ai payé avec tel jeune. On le fait des reproches. Des reproches, ne vendez pas la terre. Mais vous-même, vous savez, le comportement des jeunes, c'est dur. Moi, la précaution que je vais prendre, je dis à nos frères, n'achètent pas la terre avec les jeunes pour éviter les problèmes. C'est une bombe à retardement qui se prépare. Parce que l'enfant qui va naître, qui va venir, lui ne saura où planter, où trouver l'espace pour manger. Lui, il va revendiquer, mais la terre est déjà achetée. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je sollicite l'aide du gouvernement de nous aider, en tant que jeunes de Gbegrewa, alors à nous aider à exploiter ces bas-fonds. Cela peut stopper l'exode rural. Cela aussi peut stopper la délinquance. Parce qu'un jeune qui se débrouille sur un bas-fond, s'il a quelques casiers de riz qu'il a moissonné, alors il peut en vendre, il peut manger et puis se faire un peu d'argent et puis bon, se construire. À Gbegrewa, il ne se passe pas un seul mois sans que l'on enregistre des départs des jeunes de ce village, autant que dans les autres villages du canton Gotibo vers les pays maghrébins, en transit pour l'Europe. On raconte même que c'est grâce à l'argent des terres vendues qu'ils ont pu s'offrir ce voyage. Vrai ou faux, qu'importe. Malgré ce saut périlleux dans l'inconnu et le danger que constitue pareille tentative, ils sont encore nombreux les jeunes dans cette partie de la région de Gagnoa qui nourrissent secrètement cette idée d'aventure, une aventure outre-Atlantique. Eugène Toubé, allez tout autre chose. Les acteurs intervenant dans les nouveaux mécanismes d'enregistrement des faits d'état civil ont été formés par l'Office national d'identification dans la région de la Nawa. Les procédures de collecte des données nécessaires à la réussite de l'opération pilote qui devrait commencer en janvier 2018 leur ont été enseignées. Sidonie Ouakadavila. À partir du mois de janvier, dans les zones retenues pour l'opération pilote, toute naissance, tout décès peut être déclaré chez le chef du village. C'est une des dispositions des nouveaux mécanismes d'enregistrement des faits d'état civil dans les délais. Concernées, les populations de villages éloignés de la sous-préfecture de rattachement et ne disposant pas de structures sanitaires. Acteur clé de l'opération pilote d'enregistrement des naissances et des décès dans les délais, autorités sous-préfectorales, points de collecte médicaux, points de collecte sanitaire, agents des bureaux d'état civil. Que ça soit à l'hôpital, que ça soit au village, que ça soit au campement, il faut s'appuyer sur des personnes de relais pour pouvoir capter tous les faits d'état civil, pour ne même pas qu'un seul fait nous échappe. Le chef de village, qui devient un agent d'état civil, va désigner un jeune, appelé point de collecte communautaire PCC. Il va faciliter les déclarations de naissance et de décès dans les villages et campements rattachés au village. Autre disposition, le point de collecte sanitaire PCS, la sage-femme ou l'infirmier qui aide à l'accouchement dans un centre de santé pourra automatiquement déclarer la naissance. Dans un premier temps, ça rapproche les parents de la sous-préfecture. Le rôle de l'officier d'état civil sera d'encadrer et de coordonner l'activité de ces points de collecte communautaires et sanitaires, de mobiliser et sensibiliser la population, également transmettre les données statistiques à l'Office national d'identification. Avec l'appui financier de l'UNICEF, 561 localités des régions de la Nawa, du Gbokle et de San Pedro vont bénéficier de la phase d'expérimentation des nouveaux mécanismes de déclaration des naissances et décès. Des milliers de délégués du parti ANC au pouvoir en Afrique du Sud ont voté pour se choisir un nouveau chef dans la nuit de dimanche à ce lundi, après avoir d'abord annoncé le report du vote. Et les dépouillements sont en cours, les résultats sont attendus. Les deux candidats en liste sont l'actuel vice-président Cyril Ramaphosa et l'ex-épouse de Jacob Zuma, Nkosazana Dlamini Zuma. Et nous allons terminer avec cette information au Chili. L'ex-chef d'État de droite Sébastien Piñera est arrivé
en tête du second tour de l'élection présidentielle avec 54,29% des voix. Selon les résultats annoncés hier dimanche soir, il dévance le socialiste Alejandro Guillet qui a obtenu 45,71% des voix et qui a reconnu ce lundi sa défaite. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.